bonjour à tous et bienvenue au potager. Je vous propose pour cet été de lancer une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée aux différentes approches, aux différentes écoles du jardinage, du potager. Vous savez qu'il en existe beaucoup, hein. J'en ai parlé tout au long des dernières années sur la chaîne, que ce soit la permaculture, l'approche biologique, l'approche conventionnelle, le 100% compost, 100% foin, 100% broyat, 100% paille, le 0% travail du sol, beaucoup de différentes façons d'approcher le potager. Je pense aussi aux écoles presque alternatives, hein, on pourrait les appeler comme ça, par exemple le potager avec la lune, la biodynamie, l'électroculture. Et pour chacune de ces approches, chaque fois j'essaierai de vous apporter à la fois mes connaissances, mes expériences, tout le vécu que j'ai pu avoir tout au long de ces dernières saisons, parce que j'ai essayé vraiment un petit peu de tout. Et je vous donnerai ainsi mon avis, en respectant, je tiens bien à préciser que je respecterai à la fois ces différentes approches, les personnages aussi parfois qui la représentent, hein. On va commencer aujourd'hui avec le 100% compost, représenté je trouve beaucoup par Charles Dowding, on en reparlera. Et puis aussi, en tant que jardinier mais aussi créateur de contenu, je vous témoignerai aussi pour chacune des méthodes si je ressens des biais qu'on appelle mercantiles. Vous savez que le potager c'est aussi tout un commerce, je dirais même parfois du business, hein. Il y a des formations, des livres, des écoles, des graines, des outils, enfin c'est beaucoup d'argent qui est véhiculé, qui est généré. Et parfois, moi je sais que les premières années, sur certaines méthodes, j'ai un petit peu cédé aux sirènes miraculeuses des méthodes et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait quelques biais mercantiles. Et d'ailleurs je finirai avec ma chaîne et je vous dirai tout au long de ces 10 années, je vous ferai un retour critique et peut-être que parfois moi aussi j'ai eu des biais mercantiles et il faut toujours, je trouve, avoir un regard très critique quand on regarde un écran. Donc on est parti pour cette série estivale pour voir une par une ces méthodes et on commence donc aujourd'hui par le 100% compost. Beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Des coquilles d'œufs, plein de... Tout ça ce sont des restes de légumes de cuisine. On commence donc avec cette méthode 100% compost. Je trouve qu'elle est représentée de façon emblématique sur internet, sur les réseaux sociaux, par Charles Dowding. Je vous montre d'ailleurs son dernier livre qui s'appelle J'arrête de bêcher, parce que Charles Dowding cumule à cette approche de 100% compost une approche de non-travail du sol. Il arrive avec une grosse épaisseur de compost à vraiment tout miser sur l'activité biologique. Et je vous ai d'ailleurs montré une vidéo de rencontre avec lui qui d'ailleurs cartonne, c'est vous dire l'intérêt pour cette méthode. Je crois qu'on arrive à 500 000 vues sur cette vidéo d'échange avec Charles Dowding, et donc il partageait, il nous disait à quel point le compost peut remplacer la grelinette, peut remplacer n'importe quel outil mécanique, parce que on va créer une structure de sol, on va amender son sol et on va pouvoir se passer de tout travail mécanique. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de citer tous les avantages de l'approche par le compost, par le 100% compost même, et puis on verra ensuite quelques inconvénients, notamment quelques-uns qui sont, je trouve, assez importants, et ce qui fait d'ailleurs qu'ici, je ne suis pas du tout dans une approche 100% compost. Donc déjà, avant tout ça, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de bien redéfinir ce qu'est le compost. C'est ce qu'on appelle un amendement, composé avant tout de carbone, vous savez, ces molécules organiques qui composent le vivant végétal, le vivant aussi animal, et un compost va être la résultante de tous les résidus animaux et végétaux qu'on peut trouver dans la nature, les fientes, le foin, la paille, les tontes, les déchets de cuisine, les déchets de carton, de papier toilette, les feuilles, le broyat, les découpes de haies, tout ça va être composté, va vraiment se décomposer et on va obtenir donc un formidable, ce qu'on appelle l'or noir, et qu'on va ensuite répandre au potager. Le fait que ce soit composé avant tout de carbone, ça va jouer sur la structure de notre sol. On dit souvent qu'un compost va améliorer toutes les structures de sol, ça va alourdir les sols très légers, les sols sableux, ça va alléger les sols très lourds comme le mien argilo-limoneux. On va donner vraiment de l'aération, de l'oxygénation, de la rétention d'eau, de la rétention de minéraux. On va se régaler à jardiner dans ces sols qui sont très amendés, très améliorés au fil des saisons. Et moi je le vois sur mes parcelles les plus anciennes, sur lesquelles j'arrive à 10 ans d'apport chaque année de compost végétaux, de compost de maison, de compost de fumier. Et j'ai aujourd'hui un sol très noir, presque comme une sensation de terreau, et je me régale à tout va de jardiner dans ces parcelles.
Donc voilà pour cette notion de compost qui n'est pas du tout un engrais. Souvent on entend le compost est un bel engrais. Non, un engrais, on le verra tout à l'heure, hein, c'est un apport très concentré en minéraux et on verra que le compost est bien loin d'être très concentré en minéraux et c'est d'ailleurs pourquoi on peut en apporter des kilos et des kilos au mètre carré sans risquer de la surdose pour nos cultures potagères. Donc les différents avantages de ce compost que moi j'ai pu y retrouver tout au long de ces dernières années, je me les suis notés un par un et on va les voir ensemble. Donc premièrement, c'est par rapport aux limaces. Énorme avantage je trouve, c'est que le compost, contrairement au paillage, on ne va pas faire l'hébergement, l'hôtel 4 étoiles pour les limaces. Et pour m'avoir fait dégommer des milliers, je pense, de plants sur les 10-15 dernières années, je peux vous dire que de souffler un petit peu par rapport à cette pression des limaces en utilisant du compost, je trouve personnellement que c'est un gros avantage. Et Charles Doding, dans mon échange, me l'avait bien cité. Le compost, hein, je peux vous dire, il nous disait qu'en tout cas lui, que les limaces, on s'en protège beaucoup mieux et ça c'est quand même un gros avantage. Autre gros avantage, c'est ce côté extrêmement agréable à utiliser. Moi, franchement, quand je prends une poignée de compost fait maison, vous savez, j'ai apporté mes déchets de cuisine, j'ai rajouté un peu de tonte, un peu de débris végétaux du terrain, tout ça dans un bel équilibre qu'on reverra tout à l'heure. Et au final, quand on prend cette or noire dans les mains, mais c'est absolument incroyable, c'est ce que Charles Doding appelle l'alchimie qui se passe dans un tas de compost. Tout est réorganisé, tout est réagencé, les matières humides sont bonifiées par les matières sèches et vice versa, les matières sèches sont bonifiées par les matières humides, un petit peu comme une bonne recette dans un bon saladier en cuisine, hein. On obtient au final quelque chose une régalade en cuisine, et bien là c'est une régalade dans un composteur et tout ça va faire du bien à la fois au sol et à la fois à nos cultures, hein, puisqu'il y a des minéraux essentiels qui vont se libérer. Donc un côté extrêmement agréable. Moi je sais que chaque fois que j'utilise du compost, je ressens quelque chose de très satisfaisant et j'apporte aussi un côté plaisir à être au potager et le compost va y jouer beaucoup. Autre avantage, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il contient du carbone, contrairement aux engrais de synthèse qui ne contiennent que des minéraux pour lesquels on va cibler vraiment la nourriture pour les cultures, mais on ne va pas penser au sol. Avec le compost, on est sur 90-95% de carbone. Donc tout le travail qu'on fait à le fabriquer, à l'apporter au potager, c'est avant tout en fait un travail pour le sol et petit à petit, ça va libérer des minéraux essentiels pour nos cultures. Mais on est jardinier pour nos cultures, mais aussi jardinier pour nos vers de terre, pour notre sol. On prend soin de notre terre avec du compost. Autre intérêt aussi à utiliser du compost, voire même à faire une approche 100% par le compost, c'est l'énorme praticité qu'on a à avoir une pratique extrêmement productive au potager, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le compost à tous les moments de l'année et on peut cultiver, semer, planter directement de suite dans du compost, ce qui n'est pas forcément le cas avec du paillage, hein. Moi je peux vous dire combien de fois j'ai essayé des paillages, que ce soit au foin, à la paille, aux tontes, mais quelle galère d'aller semer dans un paillage de foin ou de paille par exemple, voire même de planter des petits plants de laitue. Vous faites un trou dans le paillage, vous allez enfouir le plant que vous avez planté juste à côté. Pour peu qu'il ait plu juste avant, vous allez avoir les limaces qui vont vous dégommer les dizaines de plants que vous avez semés, plantés la veille. Donc je peux vous dire que le compost à côté de ça est d'une praticité folle, surtout quand il est bien mûr, hein, à point, on va dire entre 6 mois et 9 mois de compostage, qu'on peut planter, semer directement dans du compost sans avoir le moindre risque. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on peut continuellement jardiner, semer, planter avec une pratique de compostage. Et ça, je répète, Charles Doding nous l'avait très bien témoigné. Autre avantage encore, c'est cette image de recyclage, hein. On va recycler 30, 40, 50, 60, 70% de nos déchets sur place sans générer le moindre déplacement et on va pouvoir valoriser, bonifier tout ça dans notre potager et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'éveiller en plus mes enfants à ces pratiques et de leur montrer vraiment cette pratique du compostage. Donc ça aussi vraiment, je trouve c'est un énorme avantage à utiliser le compost. Je rajoute aussi le côté des graines indésirables, notamment quand on fait
du compost à chaud, c'est-à-dire quand on l'entasse, les bactéries vont générer une forte température, 50, 60, 70 degrés, ce qui va éliminer une bonne partie des graines indésirables. Et ça aussi, pour avoir pratiqué du paillage de tonte, de foin, avec parfois des graines indésirables, bon, ben, on se retrouve la saison suivante à devoir constamment désherber parce qu'on a ensemencé notre potager de graines non désirées. Ça fait partie aussi, je trouve, quand même du métier de jardinier, passer un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, et notamment pour faire le ménage des graines indésirables. Mais le compost à chaud permet de nous éviter cette corvée, on va dire, du quotidien. Et puis je finis aussi donc avec ce côté nourricier. Le compost est avant tout un amendement constitué de carbone, mais il y a aussi 1%, 1,5%, ça dépend de la composition, de minéraux essentiels. Vous savez, les atomes d'azote, de phosphore, de potassium, des oligo-éléments, tout ça est rattaché aux molécules de carbone. Mais petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années même parfois, l'activité biologique va faire le travail et va casser ces molécules organiques pour libérer ces minéraux essentiels dans le sol qui vont être disponibles pour les racines de nos cultures. Et ainsi, le compost, quand il est apporté en kilos au mètre carré, va non seulement améliorer notre sol, mais aussi jouer un rôle nourricier pour nos cultures. Et puis maintenant qu'on a vu les différents avantages, on va s'intéresser aux différents inconvénients et vous allez rapidement comprendre pourquoi ici en tout cas je n'utilise pas du tout une méthode à 100% par le compost. Donc premier inconvénient que je me suis noté et de taille je trouve, c'est que le compost est très faiblement concentré en minéraux essentiels, tout juste 1%, que ce soit d'azote, de phosphore, de potassium, sauf que nos cultures sont extrêmement gourmandes, je pense aux cultures d'été, les tomates, les courges, les courgettes, les melons, les pastèques, les concombres. Ces cultures vont demander 20, 30, 40 grammes de minéraux essentiels au mètre carré. Et comme le compost en contient tout juste 1%, eh bien vous faites le calcul, il va falloir amener 2, 3, 4, 5 kg de compost au mètre carré. Charles Donding parlait d'apporter bien 15 cm la première année pour vraiment améliorer son sol. Et ensuite, tous les ans, de déposer 2-3 cm de compost. Donc sitôt que vous avez 50 mètres carrés, ça représente 1 mètre cube. Moi ici, j'ai 200 mètres carrés de cultiver, donc vous imaginez, il me faudrait 3-4 mètres cubes de compost, sauf que j'en fabrique même pas la moitié d'un mètre cube. J'ai beau avoir des brouettes et des brouettes de résidus végétaux, ça se réduit énormément et au final, j'ai tout juste une moitié de composteur, mais je trouve que déjà cette quantité est formidable, mais j'en ai pas assez pour alimenter l'ensemble de mon potager. Alors après, pour combler un petit peu à ce manque de quantité, je vais en chercher ailleurs, à l'extérieur, mais ça implique toujours pareil, de la logistique, un peu de temps, un petit peu d'argent aussi, parce qu'il faut faire du trajet, il faut investir dans de la logistique. Donc je vais par exemple à la déchetterie de mon village, chercher du compost de déchetterie, c'est du compost végétal en fait, tous les restes végétaux de la commune qui sont broyés, qui sont compostés sur place. Mais bon, ce compost est pas génial, je trouve, il sent le brûler, il est mené extrêmement à chaud en fait, parce qu'il y a beaucoup de matière humide, mais il fait le job, il va apporter des minéraux essentiels, mais je vous le dis, ça implique d'avoir une remorque, d'y aller à la pelle, de charger 1 mètre cube, 2 mètres cubes. Je vous avoue que je vais jamais jusqu'à 4 mètres cubes parce que je trouve ça fatigant. Et puis, vous le verrez au fil de cette série de vidéos, je n'aime pas faire une mono-méthode et je préfère diversifier mes apports au potager. Et puis, autre source d'approvisionnement aussi, pour finir avec cette notion de ressources, c'est qu'on peut aussi aller parfois dans des centres équestres, ça m'est arrivé de le faire, pour aller cette fois-ci chercher des composts de fumier, notamment des composts de fumier de cheval. Et là, c'est pareil, c'est une très belle ressource, mais qui implique toujours pareil d'apporter des quantités considérables de 3, 4, 5 kg au mètre carré pour espérer de bons résultats. D'ailleurs, par rapport à cet aspect nourricier, je voudrais faire un aléa, une parenthèse par rapport à Charles Donding. Dans notre échange qu'on a pu avoir sur ma chaîne, sur la vidéo de notre rencontre, il précise bien à un moment qu'il rajoute tout de même chaque saison un petit peu d'algues marines pour compléter la fertilité minérale de son approche au compost. Donc ce n'est pas vraiment 100% compost. On en vient d'ailleurs là un petit peu au biais mercantile. Je trouve qu'il insiste beaucoup sur le 100% compost. Il ne parle pas trop de cet apport d'algues marines, mais il nous l'a bien témoigné. Et les algues marines, c'est beaucoup plus concentré en minéraux essentiels
potentiel, notamment en azote, que le compost, et il en apporte donc un petit peu chaque saison pour booster encore plus sa fertilité. Et moi, c'est ce que je fais un petit peu ici, en fait, c'est que je complète avec un petit peu d'engrais organique, du sang séché, du guano, de la poudre d'os, de la poudre de plume, de l'urine, pour espérer encore de meilleurs résultats. Donc voilà pour cette contrainte déjà de faible concentration en minéraux. S'y rajoute aussi une vitesse d'assimilation très lente. Ça veut dire quoi? Je vous prends la caricature des engrais de synthèse. Ils vont contenir 30% d'azote pour l'ammonitrate, alors que le compost en contient 1%. Et c'est de l'azote qui va être de suite assimilable par les cultures. C'est-à-dire que le lendemain, avec un petit peu de pluie, ça va descendre aux racines et la culture va pouvoir s'en nourrir. Avec le compost, on n'est pas du tout dans la même situation, puisqu'on a affaire à des molécules organiques. L'azote est rattaché au carbone et il va falloir miser sur l'activité biologique, sauf que celle-ci est assez lente, voire même très lente. Elle dépend de l'humidité du sol, de la température, de l'aération, mais il faut compter au minimum plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, voire plusieurs années pour que 100% de l'azote du compost se libère. C'est pourquoi, avec le compost, en fait, on a un raisonnement beaucoup plus à moyen long terme, que les résultats vont s'améliorer saison après saison, parce qu'on augmente petit à petit le stock de minéraux disponibles. Mais si vous mettez du compost au moment de la plantation, vous aurez en fait très peu de minéraux qui seront disponibles, parce qu'ils seront rattachés au carbone, et vous allez en fait travailler pour les saisons suivantes. En fait, vous allez bonifier votre sol, mais les minéraux vont être disponibles que les mois, que les années suivantes. C'est pourquoi d'ailleurs on conseille souvent de mettre du compost à l'automne, que l'activité biologique travaille, que les minéraux se libèrent et qu'au printemps le sol soit plus riche, sous réserve de ne pas avoir de gros orages qui vont lessiver le sol et emporter les minéraux. Donc vous voyez que c'est pas forcément évident, et en tout cas ça explique qu'avec le compost, parfois, on peut avoir des résultats insuffisants parce qu'on ne s'y est pas pris suffisamment en amont ou qu'on n'a pas apporté des quantités assez conséquentes. Autre inconvénient encore avec le compost, moi qui m'a suivi les premières années, c'est qu'il n'est pas si évident que ça à fabriquer. Combien de fois j'entends j'ai un compost qui pourrit, qui putrifie, j'ai des moucherons, ça attire les rongeurs, j'ai pas assez de matière sèche, j'ai pas assez de matière humide. C'est toute une alchimie, mais qui ne se fait pas par miracle. On dit souvent cette règle d'or, 1/3 de matière sèche pour 2/3 de matière humide, c'est-à-dire que chaque fois qu'on apporte des résidus de cuisine qui sont gorgés d'eau, les épluchures, les restes de repas, il faut apporter 1/3 de matière sèche, des feuilles mortes, des brindilles, du broyat, du foin, de la paille, pour aérer, pour oxygéner, pour structurer, vous savez, cette recette de cuisine, pour que tout se passe très bien et qu'on obtienne au final de l'or noir. Donc ça, moi, les premières années, ça a été voilà, un apprentissage. J'apportais pas assez de matière sèche. J'avais, comme je pense tout le monde au départ, un compost qui se putrifiait, qui puait, qui ne servait à rien, qui ne se bonifiait pas parce qu'il y avait de mauvaises réactions biologiques à l'intérieur. Et puis petit à petit, j'ai appris, j'ai eu accès à un peu plus de matière organique, j'ai équilibré les matières sèches avec les matières humides, et maintenant chaque saison, j'arrive à avoir un or noir, mais ça reste quand même donc une contrainte d'arriver à avoir son propre compost. Ce n'est pas une chose facilement accessible à tout le monde. Il faut passer par un apprentissage, il faut avoir accès à des matières humides, il faut avoir accès à des matières sèches, et il faut réussir à faire la belle alchimie dans son composteur. Je passe ensuite à d'autres inconvénients encore. Oui, ça va être d'avoir parfois une fin d'azote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compost, parfois on va l'utiliser alors qu'il ne sera pas complètement décomposé. Je pense notamment au compost de déchetterie où il y a encore du broyat, des morceaux de bois dedans. Et ça, moi j'ai eu des saisons mais catastrophique en résultat, et je pense à des jardiniers du village qui n'avaient fait que avec ce compost du déchetterie, qui avaient eu 0 résultat. Pourquoi? Parce que le bois, pour se décomposer, va avoir besoin de champignons, et ces champignons vont consommer de l'azote pour se démultiplier, et au final, il n'y aura plus d'azote disponible pour les cultures sur les premiers jours, les premières semaines, avant que le cercle vertueux se mette en place. Donc le compost grossier, s'il contient des morceaux de bois, les premiers jours, les premières semaines, vous allez avoir un effet dépressif
d'azote plutôt qu'un effet positif. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir vécu plusieurs saisons, ça a été une expérience douloureuse, donc j'ai bien retenu la leçon. Donc maintenant, quand j'utilise du compost, ça va être du compost bien mûr, ou s'il est grossier, ça va être des matières qui sont assez humides, qui ne sont pas très rigides, qui ne sont pas très solides, qui ne vont pas demander beaucoup d'azote pour être décomposés. Mais s'il y a des morceaux de bois, j'évite d'enfouir ça dans mon sol, sinon je sais que je vais avoir irrémédiablement une fin d'azote. Autre inconvénient encore, ça va être donc la gestion des graines indésirables. Moi ici par exemple sur mon composteur, je ne fais pas un tas assez gros pour qu'il y ait une grosse montée en température. Donc si j'y mets des graines indésirables, eh bien le pouvoir germinatif va rester. Ça me fait penser à une expérience que je vous avais montrée l'année dernière. J'avais pris du compost pour m'en servir en tant que terreau. Alors pour faire du repiquage, pourquoi pas, mais pour faire un semis, c'est la catastrophe parce que dans mon compost, il y avait des graines qui se sont mises à germer de toutes part et je savais même plus où était mon semis de base parce que il était envahi par des semis spontanés de graines indésirées que j'avais dans mon compost. Donc quand vous répandez ça sur vos parcelles, eh bien irrémédiablement vous ensemencez votre potager d'herbes que vous allez devoir arracher par la suite pour essayer de donner toute la place à vos cultures. Donc pour contrer ça, il faudrait idéalement un compost à chaud, notamment celui de déchetterie. Il faudrait sinon faire des gros tas chez soi, sinon l'attention au quotidien est passer régulièrement, désherber ou mettre un petit peu de paillage, une autre école qu'on verra dans de prochaines vidéos. Et puis, dernier inconvénient, là aussi qui est important à noter, c'est qu'un compost est très séchant parce qu'il est très léger, il va laisser passer facilement l'air, notamment le compost végétal, notamment ici celui de déchetterie. J'avais fait là aussi d'ailleurs une expérience une année, j'avais mis 10 cm de compost dans un tamis et j'avais mis plusieurs litres d'eau par le dessus, et bien aucune goutte ne passait par le dessous parce qu'il est très poreux, il retient énormément l'eau. Mais le problème, c'est que comme il est très léger, il laisse passer énormément l'air, contrairement à la terre. Et toute cette eau contenue va rapidement s'assécher sous l'effet du vent, du soleil, de la chaleur. Donc le compost en paillage, sous des climats secs comme le mien, ça pose souci parce qu'une petite pluie va être absorbée par le compost et va vite sécher. C'est pourquoi je l'incorpore à mes 10-20 premiers centimètres de terre pour qu'il cet effet de rétention d'eau, mais à l'intérieur de la terre, qui elle est beaucoup plus protectrice par rapport à cet effet séchant, par rapport au vent, au soleil, et mieux encore si on met par la suite un petit paillage sur le dessus. Autre inconvénient aussi, c'est que le compost est déjà grandement décomposé à l'intérieur du composteur par les bactéries, les macro-organismes, les champignons, et que quand on va apporter tout ça à notre sol, les macro-organismes, je pense par exemple aux vers de terre, mais aussi à d'autres insectes qu'on peut voir à l'œil nu, ils ne vont plus avoir grand chose à manger si on n'apporte que du compost. Et c'est pourquoi ici, je diversifie cette pratique du compostage avec aussi ce qu'on appelle du compost de surface. J'apporte parfois des matières organiques directement en surface, mais il faut faire attention aux limaces, il faut faire attention aux rats, aux rongeurs qu'on va attirer. Donc il faut nuancer aussi ça. On peut apporter des paillages. Moi ici, j'apporte foin, feuilles, tonte, broyat. Et comme ça, je vais aussi nourrir l'activité macrobiologique qui au quotidien, en creusant des galeries, en s'installant dans le sol, va vraiment structurer, perforer, aérer, faire rentrer l'oxygène. Et l'air, c'est très important pour les racines, pour l'activité biologique en général. Donc il faut penser par moment à apporter des matières plus grossières. Et c'est pourquoi, notamment d'ailleurs, Charles Dowding utilise parfois du compost très mûr, notamment quand il faut enchaîner rapidement avec des nouvelles cultures, semer dans du compost bien fin. Mais parfois, il va apporter du compost à moitié décomposé, qu'on appelle du compost demi-mûr, qu'il va avoir 2-3 mois ce compost, plutôt que 6 à 9 mois. Et là, en fait, en faisant ainsi, on va pouvoir contrer cet inconvénient de ne rien apporter à manger pour les macro-organismes. On va apporter un compost grossier avec encore des éléments non décomposés. Et cette fois-ci, donc, on va nourrir l'activité à la fois micro, mais aussi macro-biologique.
Donc maintenant qu'on a vu ces différents avantages et différents inconvénients, on va finir avec les quelques biais mercantiles. Je vous ai dit que j'en parlerai. Est-ce qu'il faut faire attention à ce que la méthode n'est pas survendue par exemple sur YouTube? Et puis je vous dirai aussi les critiques de cette école par d'autres intervenants. Et puis enfin, donc, je vous dirai concrètement comment ici j'utilise ou pas cette méthode au potager. Donc déjà sur les biais mercantiles, je trouve que c'est pas la méthode la plus vendeuse sur YouTube. On verra d'autres écoles qui, je trouve, sont un petit peu plus business, on va dire. La méthode 100% compost, il y a quand même un petit biais mercantile, puisque par exemple Charles Donding, il a un site internet, il a des formations, il a un livre, donc il faut peut-être être vigilant à ce que la méthode qu'on nous propose n'est pas trop enjolivée. Et c'est vrai que quand on voit ces vidéos, franchement c'est le paradis sur terre, hein. Il n'y a pas le moindre brin d'herbe, tout est luxuriant, il n'y a pas la moindre maladie. Et je trouve, sitôt qu'on est jardinier, on se dit que c'est pas possible, parce que dès la première saison, on se tape des maladies, des champignons, des limaces, des légumes qui sont bouffés, qui sont de travers, qui sont malades. La réalité du potager biologique me paraît parfois un petit peu différente de ce qu'on nous montre, mais néanmoins, je trouve quand même que ce monsieur, notamment Charles Donding, donc, est très inspirant, très humble, nous montre une méthode qui marche, hein. On verra que d'autres, je vais être beaucoup plus critique, mais la méthode 100% compost peut marcher. On verra tout à l'heure pourquoi quand même je la nuance ici, mais il y a ce qu'il faut dans le compost pour à la fois jouer sur son sol et apporter une nourriture pour ses légumes. Mais attention, peut-être que parfois elle est un petit peu trop enjolivée. Je passe ensuite à la critique de cette méthode. Sur YouTube, il y a des gens, il y a des écoles qui ne supportent pas le compost. Moi je me souviens, les premiers temps, quand je parlais du compost, j'avais droit à « mais c'est stupide, il faut tout mettre au sol, il ne faut pas faire de compostage en tas, il faut tout mettre en surface ». Sauf que non, je veux dire, ce n'est pas aussi simple. On peut faire, oui, du compostage de surface, mais il faut avoir un sol en dessous qui soit capable de le digérer, de le valoriser, alors que dans un compost en tas, tout se fait tout seul. L'alchimie se fait d'elle-même et ensuite on peut apporter ça pour bonifier notre sol. Donc quelques intervenants que vous avez pu voir sur ma chaîne sur les dernières années, je pense à Denis Pépin, hein, qui lui aussi d'ailleurs a écrit un livre sur compost et paillage. Lui, un petit peu comme moi d'ailleurs, j'aime beaucoup Denis Pépin parce qu'on se ressemble beaucoup dans nos pratiques. Il conseille le compost, il en utilise, mais surtout pour ses cultures les plus gourmandes, et il complète donc avec les paillages. Je vous conseille d'ailleurs énormément ce livre, c'est une bible, je me suis régalé et souvent je le feuillette tellement c'est une mine de connaissances, d'expériences. Et quand on parle de biais mercantile, Denis n'a pratiquement pas, je trouve, parce qu'il n'a rien d'autre à vendre que ses propres connaissances. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est ça que je veux dire, c'est simplement des connaissances de potager. Donc ensuite, je pense à François Mullet, un des pontes de l'approche maraîchage sol vivant. Lui conseille souvent, hein, pour remettre en fertilité un sol, d'apporter 10, 20, 30 cm de compost. Donc on peut dire qu'il est quand même en faveur de cette technique, même si après il conseille d'autres apports, notamment peut-être des engrais verts, même si c'est pas facile à gérer, on le verra dans d'autres vidéos. Je pense à la ferme du Bec et Loin, pareil, je crois qu'ils ont apporté 20, 30, 40 kilos de compost au mètre carré les premières années, vous vous rendez compte. Donc c'est énorme pour remettre en fertilité. Donc eux aussi, ils sont en faveur d'une école par le compostage. Je pense à Jean-Martin Fortier, lui aussi énorme inspirateur dans le maraîchage bio-intensif. Pareil, il est sur chaque année un gros apport de compost, 2, 3, 4, 5 cm, mais lui aussi conscient que le compost est très peu concentré en minéraux, qu'il est lent à libérer les minéraux, il conseille chaque saison, pour avoir les résultats les plus optimaux, d'apporter par exemple du guano. Hein. C'est pour ça que je vous montre souvent un engrais organique que j'utilise. D'ailleurs, au passage, je refais un petit peu de pub, vous avez le lien sous la vidéo. Cet engrais est formidable, du guano, poudre d'os, poudre de plume, compost de fumier, tout ça fait qu'on peut rapidement presque doubler ses résultats de récolte parce qu'on a là un apport qui est plus concentré en minéraux et qui est plus rapide à libérer les minéraux par rapport au compost. Donc Jean-Martin Fortier, oui pour l'école du compostage, mais avec un petit peu d'engrais organique. Et je rappelle que Charles Donding nous disait aussi qu'il utilisait un petit peu d'engrais organique via les algues marines. Je me suis noté aussi Didier Hemstetter, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors lui, il est beaucoup plus dans une approche par le foin, donc par les paillages. Didier, par exemple, lui, va nous déconseiller le compost, justement par rapport à l'inconvénient que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où on ne nourrit pas suffisamment l'activité macrobiologique. Et Didier nous dit, si vous mettez uniquement du foin, l'activité macrobiologique va faire tout le travail de compostage sur place.
Mais moi, par rapport à ça, je trouve qu'il faut fortement nuancer par rapport au sol de départ qu'on a. Moi ici, j'ai un sol qui est souvent compacté, qui est dur, qui manque d'activité macrobiologique. Je prends souvent l'exemple de donner un steak haché à un nourrisson qui n'a pas de dents. Le steak haché va pourrir, ne va pas nourrir le nourrisson. Et moi ici, j'ai parfois un sol qui est nourrisson, qui n'a pas les dents, qui n'a pas l'activité macrobiologique. Donc il faut que je passe auparavant avec un apport de compost pour créer l'habitat, pour créer la dentition de mon sol, héberger les macro-organismes et ensuite donc petit à petit apporter des apports de plus en plus grossiers et pourquoi pas du foin, mais on verra là aussi dans une prochaine vidéo qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je finis avec Damien qui lui a une approche par la permaculture, là aussi on le verra dans de prochaines vidéos. Damien n'est pas du tout contre le compost, on le voit, il a beaucoup d'animaux, il a beaucoup de compost de fumier, hein, les chevaux, je crois qu'il a des ânes, il a des poules, tout ça fait beaucoup de fumier. Donc il en apporte un petit peu, il nous montre que ça marche. Et puis je finirai par la ferme de Cagnols, vous m'en parlez souvent sur internet, je suis allé la visiter il y a quelques années. Eux, ils sont pas trop pour le compost, puisqu'ils raisonnent eux aussi, comme disait Hemstetter, par des apports plus grossiers, notamment des déchets verts, des broyats, des feuilles, de la tonte, tout ce qui traîne en fait dans les déchetteries, mais avant compostage, ils mettent ça là aussi sur leur sol, à 15, 20, 30 cm, mais on l'a vu dans cette vidéo. Il y a une contrainte de logistique, moins c'est composté, plus il faut des grosses quantités. Ils font venir des semi-remorques chaque saison, ce qui est quand même un coût logistique, on pourrait dire presque un coût peut-être écologique, la question se pose. Et eux s'évitent donc tout apport de compost pour apporter les matières organiques grossières. Donc je finis sur cette méthode en vous donnant ce que moi ici j'en retire et ce que je vais laisser de côté. J'en retire que j'utilise le compost parce que c'est de l'or noir, parce que je vois que ça améliore mon sol, parce que mes parcelles les plus anciennes sont dingues de résultats. Donc je continuerai sans cesse à l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser à 100% parce que déjà j'aime pas les monopratiques, n'apporter qu'une seule chose, que je trouve que comme pour notre propre alimentation, c'est la plus diversifiée possible qui va être la meilleure. Et bien je trouve que c'est pareil pour notre potager, d'apporter oui du compost, mais d'apporter parfois un petit peu de paillage diversifié, des tontes, du foin, de la paille, des écorces, du broyat, des résidus végétaux, parfois un petit peu d'engrais organique donc pour nos cultures les plus gourmandes, mélange de poudre d'os, de poudre de plume, de guano, des minéraux concentrés rapidement disponibles pour espérer augmenter plus encore les résultats. Donc oui pour le compost, mais non pas ça à 100% parce qu'en plus c'est de la logistique, c'est de la ressource à trouver, c'est de la force physique, c'est de la santé, c'est du temps et qu'on n'a pas toujours tout ça de disponible. Je regarde par la suite si je n'ai rien oublié. Non, vous dire si ce n'est que pour mes nouvelles parcelles qui ont, elles, maintenant 3 ans, je ressens encore cette saison que je suis très loin quand même du résultat de mes plus anciennes, alors que j'ai mis de la bonne terre végétale, vous savez, un mélange de sable, de limon, d'argile, j'ai une belle texture de sol, mais je n'ai pas vraiment cette structure organique avec l'apport de compost. Donc ce que je pense faire cette saison, c'est de faire un petit peu comme le propose Jean-Martin Fortier ou Jean-François Mullet, ou la ferme du Bec et Loin. Je vais prendre le temps justement, prendre la logistique, je vous partagerai tout ça, d'essayer d'aller chercher un maximum de compost via le centre équestre, via la déchetterie. Je vais trouver le temps, c'est une question de priorité le temps. Je vais le mettre en priorité et je vais ramener 10, 15, 20, 25, peut-être même 30 cm de compost sur mes parcelles les plus récentes pour monter vraiment rapidement le taux de matière organique, créer l'habitat pour l'activité macrobiologique et ensuite repasser sur des stratégies de paillage de matière organique grossière pour espérer les meilleurs résultats. Et puis pour finir, oui, je voulais revenir, chose importante je trouve, et je reviens, j'insiste là-dessus, sur le fait que le compost n'est pas un engrais. Je sais que la confusion règne souvent à ce sujet, on l'entend souvent dans les médias, le compost, formidable engrais. J'espère que vous avez compris dans cette vidéo que le compost, de par sa concentration en minéraux, sa vitesse de libération en minéraux essentiels, n'est pas un engrais, c'est un amendement. Et c'est pourquoi moi ici, je diversifie avec parfois des apports plus concentrés, plus rapides, qui vont agir plus efficacement et qui vont parfois nettement augmenter mes récoltes, parce que je n'ai pas la logistique, la place, le terrain aussi. Il faut parfois avoir presque des hectares, ou en tout cas des centaines et des centaines de mètres carrés autour de son potager, en ressources organiques, végétales, animales,
pour pouvoir faire suffisamment de compost, suffisamment d'apport en matière organique. Mais ça, ce ne sont pas du tout tous les jardiniers qui y ont accès. Vous êtes très nombreux à avoir un petit terrain avec juste 20, 30, 40, 50 mètres carrés de potager et vous n'avez pas accès à énormément de matière organique pour faire du compost à tout va et répondre aux besoins des cultures qu'avec du compost, parce que vous l'avez compris, il faut des quantités considérables et en plus il faut du temps avant que ça n'agisse. Donc c'est pourquoi ici, je le répète et je vous le redirai tout au long de la série de vidéos, je diversifie mes pratiques pour un petit peu cibler à la fois parfois mon sol, cibler parfois les besoins conséquents des cultures et espérer au final trouver la meilleure diversité d'apports pour mon potager. Donc voilà pour cette première vidéo. On continuera avec peut-être le 100% foin ou l'approche permaculture ou l'approche, j'ai envie de faire aussi, vous savez, la confrontation approche biologique, approche conventionnelle. Je trouve qu'il y a une guerre constante sur les réseaux sociaux notamment. Et moi je pense qu'on peut peut-être se servir de l'une pour l'autre et vice versa. Et qu'on peut trouver peut-être comme un bénéfice à ce qu'il y ait la présence de ces deux approches pour le potager et même pour l'agriculture. En général, on verra, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Merci pour être passé par ici, pour votre attention, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!